Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier pour la préparation de votre contrôle pédagogique. Alors, je suis très contente de vous retrouver ici, même si pour une fois, je ne suis pas en direct. On va essayer de faire comme si. Mon but en mettant ces ateliers enregistrés est du coup de vous fournir des ateliers plus courts, des vidéos plus courtes à regarder pour que ça soit plus simple pour vous et plus digeste, tout en ayant le même nombre d'informations. Donc, la seule façon que j'ai eue, la seule imagination en tout cas que j'ai eue, a été de vous fournir des petites conférences sur le sujet, des petits ateliers sur le sujet au format enregistré, et vous me posez vos questions sous la vidéo. Et ainsi, comme ça, je pourrais y répondre dans une vidéo dédiée que je vous mettrai en ligne dimanche. Ainsi, on va séparer les informations et la réponse à vos questions. Et je pense que comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir quelque chose de plus efficace et de plus rapide. Alors, pour ces ateliers, donc pour aujourd'hui et pour demain, dédiés au contrôle pédagogique, je vais vous demander d'essayer en tout cas de couper toute source de distraction possible pour que vous puissiez rester au maximum concentré, parce que je vais essayer du coup de faire assez condensé pour, encore une fois, avoir quelque chose d'assez court. Donc prenez de quoi prendre des notes pour vous-même, pour que vous puissiez ensuite vous lancer dans la préparation de votre contrôle pédagogique, et également de quoi noter toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, parce que si vous attendez la fin de cet atelier, il y en aura la moitié qui sera envolée, alors que si vous les notez au fur et à mesure, il vous restera plus qu'à les retranscrire dans l'espace de commentaires sous cette vidéo. Je vous conseille vivement de ne pas hésiter à mettre un maximum de questions. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui se recouperont avec d'autres personnes, mais c'est pas grave. Comme ça vous permettra vraiment de poser vos besoins, vos interrogations, vos soucis par rapport à ça, vos blocages, etc. Et moi, comme ça, j'aurai de quoi vous répondre vraiment précisément. Voilà. Alors, le but de ces ateliers, du coup, effectivement, c'est de répondre aux questions que vous vous posez. Donc, sur le contrôle pédagogique, hein, on va rester centré là-dessus, et effectivement d'avoir quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, de pouvoir vous projeter et donc de savoir ce qui vous attend le jour du contrôle. J'aimerais aussi vous faire un petit point sur la loi pour que vous soyez un peu au clair avec ça, puisque pour le contrôle et pour l'instruction en famille, il y a des lois qui nous protègent et qui sont pas toujours vraiment connues ou respectées de l'éducation nationale, et c'est ce qui nous permet, nous aussi, d'être plus sereins et plus confiants par rapport à notre pratique, si on sait qu'on est dans la loi. Donc voilà, on va faire un petit tour des lois comme ça pour que vous puissiez être rassurés par rapport à ce que vous faites, et aussi savoir ce qui vous attend et sur quoi vous pouvez rebondir lors du contrôle pédagogique si jamais les lois ne sont pas respectées. Je vais vous donner des clés pour la préparation de votre contrôle pédagogique, avec toutes les informations, qu'il faut mettre dedans, les documents à fournir, le dossier qu'il va falloir monter, etc., etc. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va déjà faire une petite présentation de qu'est-ce que le contrôle pédagogique. Alors, le contrôle pédagogique, il a lieu une fois par an. Bien sûr, à partir du moment où nous inscrivons nos enfants, enfin, nous faisons une demande d'autorisation pour l'instruction de nos enfants et que celle-ci nous est autorisée, ça ne nous empêche pas d'avoir une fois par an un contrôle pédagogique. Donc, c'est au moins une fois par an. Après, il ne faut pas croire, il n'a pas lieu plus d'une fois par an parce qu'ils n'ont déjà pas le temps. Donc, souvent, ça se limite à une seule fois par an. Et il a pour but de voir que l'instruction est bien donnée, que l'enfant progresse pour avoir atteint à ses 16 ans l'ensemble des compétences, du socle commun des compétences. Alors après, on va y revenir là-dessus, mais voilà, ça c'est le contexte général. Donc, toutes les familles en instruction en famille sont contrôlées par un inspecteur, conseiller pédagogique, etc., pour voir si tout se passe bien et pour pouvoir faire des remédiations si besoin, et parfois demander à ce que l'enfant subisse un deuxième contrôle, enfin l'enfant et la famille, et s'il juge que ça ne se passe pas bien, et pour peut-être faire une injonction de rescolarisation. Donc, la demande d'autorisation d'instruction en famille n'empêche pas le contrôle pédagogique, malheureusement.
Donc ce contrôle peut avoir lieu 2 mois et 1 jour au moins après la réception de l'accord pour l'instruction en famille, c'est-à-dire que si vous recevez votre autorisation pour faire l'instruction à vos enfants au mois d'août, ça veut dire 1er août, on va dire 1er septembre, 1er octobre, il ne peut pas avoir lieu avant le 2 octobre. En général, les contrôles débutent en novembre, il se base comme au moment de l'ancienne loi pour le mois de septembre, donc ça peut commencer en novembre et ça peut continuer jusqu'au mois d'avril, même mai, et voilà, après ça dépend de ce... Moi, par exemple, jusqu'ici, j'étais nomade avec mes enfants et on demandait à ce que les contrôles aient lieu en avril pour qu'on ait le temps de rentrer assez près des Hautes-Alpes pour pouvoir effectuer le contrôle. Et jusqu'ici, ça a été respecté. Donc, on avait nos contrôles qui avaient lieu au mois d'avril. Donc, c'est aussi possible que ça soit très tard. Voilà. Alors cette année, j'ai l'impression de remarquer par rapport à tous les mails que je reçois et aussi sur les forums d'instruction famille, j'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser ces ateliers un peu plus tôt dans l'année, même si moi là ça fait juste 15 jours que j'ai fini l'alpage et que voilà, du coup ça fait on passe d'un truc à l'autre là le plus vite possible, mais finalement c'est bien, je reste dans la motivation et voilà. Donc ouais, ça a l'air de se passer un peu plus tôt. Donc je ne sais pas quand est-ce que le vôtre a lieu, n'hésitez pas à le mettre d'ailleurs si vous avez déjà les dates, comme ça nous permettra de se faire un petit tour. Donc, et encore une fois, on n'est pas en direct, mais ça n'empêche pas de voir après les réponses dans les commentaires et c'est toujours intéressant. Alors, les personnes en charge du contrôle, eh bien ça dépend. En général, le cas le plus fréquent, lorsqu'il s'agit du niveau primaire, donc jusqu'au CM2, il y a souvent un inspecteur d'éducation nationale et un conseiller pédagogique. L'inspecteur se charge de l'entretien avec le parent et le conseiller pédagogique se charge de l'entretien avec l'enfant et des exercices avec l'enfant. Voilà. Après, il peut s'agir d'autres personnes. Donc, par exemple, 2 ou 3 conseillers pédagogiques, suivant si vous avez 1 ou 2 enfants, parce que l'inspecteur il n'est pas disponible, ou alors une assistante sociale, mais dans ces cas-là, elle n'a pas le rôle d'assistante sociale, mais seulement le rôle d'examinatrice à ce moment-là. Ou Enfin voilà, ça peut être aussi une psychologue scolaire, mais encore une fois, elle n'a pas le droit de faire passer des tests psychologiques ou psychométriques à votre enfant. Elle est là uniquement pour faire passer le contrôle pédagogique. Donc je dis elle parce que je ne sais pas pourquoi, dans les idées, souvent c'est un inspecteur et une psychologue, mais en fait ça peut être un psychologue. Alors, pour le lieu du contrôle, alors les personnes, je reviens vite fait là sur les personnes en charge du contrôle, leur nom et leur fonction doivent être marqués dans la lettre de convocation au contrôle pédagogique. Donc si ce n'est pas indiqué, vous pouvez le demander. Le lieu du contrôle, alors là on peut avoir 3 choix possibles. Ça peut être dans leurs locaux, ça peut être au domicile, donc où est-ce que vous habitez, ou dans le lieu où l'instruction est donnée. Si des fois, votre enfant ne reçoit pas son instruction à la maison, mais dans une salle spécifique, ça peut arriver aussi. Alors, avant, on pouvait demander à ce que, par exemple, si nous proposait dans les locaux, on pouvait demander à ce que ça ait lieu chez nous. On peut toujours demander, mais maintenant ce n'est plus une obligation, ce n'est plus marqué dans la loi, comme quoi le choix final revenait aux parents. Maintenant, non, ça ne revient pas forcément aux parents. Si ils décidaient autre chose, avant il fallait qu'ils fassent appel à un juge. Maintenant, voilà, ils peuvent un peu décider comme ils veulent en fonction de est-ce qu'il y a des risques Covid ou pas, voilà. Et encore une fois, faut au maximum essayer de rester dans la communication. Si vous avez quelque chose en particulier, quelque chose qui fait que vous préférez soit être dans leurs locaux, soit être chez vous, il ne faut pas hésiter à rentrer en communication, soit par mail, soit par téléphone avec avec la secrétaire, pour tout simplement demander, ou le secrétaire, pour tout simplement demander à ce que vous soyez entendu par rapport à vos besoins. Et voilà, si c'est fait, en général, ça se passe bien.
bien. Et voilà. Nous, encore une fois, vu qu'on était nomades et qu'on vivait dans un camping-car, on a demandé depuis 2 ans à ce que l'inspection ait lieu dans leurs locaux. Et pour l'année prochaine, on a demandé, au contraire, vu que moi je me suis posée, à ce que ça ait lieu chez moi. Et pour l'instant, c'est respecté. Donc on verra pour le prochain. Alors, comment se déroule le contrôle pédagogique? Donc lorsque vous recevez votre convocation, il y a marqué l'heure, les personnes en charge du contrôle, le lieu du rendez-vous. Et quand on arrive le jour J, du coup, il y a souvent la personne qui doit faire l'entretien avec la famille, donc on va dire le plus souvent l'inspecteur, et une autre personne qui est là aussi pour faire le test de l'enfant. Donc vous pouvez demander à ce que l'enfant ne soit pas séparé de vous, ça aussi c'est dans la loi, et du coup qu'il ne soit pas pris dans une autre pièce indépendante. Mais par contre, les examinateurs peuvent demander à ce que les deux entretiens, en fait, celui de l'enfant et celui du parent ou des parents, se fassent de façon simultanée. Si vous êtes sur la même table, nous n'avons rien à dire parce que là, du coup, l'enfant n'est pas seul avec la personne. Alors, le mieux, c'est que les 2 parents soient présents ou alors un parent et un ami en qui l'enfant a confiance et qui va pouvoir juste être à côté de l'enfant sans intervenir pendant son test et comme ça, l'enfant peut se sentir plus serein et plus calme à l'idée qu'il y ait quelqu'un qui soit avec lui. Donc, si on revient, donc, comment se déroule le contrôle pédagogique? Il y a l'entretien avec la personne qui est en charge du contrôle, donc on va dire l'inspecteur. Donc là, souvent, qu'est-ce qui est abordé durant cet entretien? C'est pourquoi est-ce que vous avez fait l'instruction en famille? Quels sont vos choix pédagogiques? Comment est-ce que vous organisez? Quelle est la journée type? Voilà, ça va être un peu toutes ces choses-là. Et là, vous avez choisi quelle façon de faire et pour quelles raisons, et est-ce que vous ne pensez pas que ça serait un peu mieux? Et c'est là que vous allez proposer aussi les documents que vous avez préparés. Donc on va y revenir un peu juste après, là le point juste après, mais c'est pour ça qu'il est important de préparer votre contrôle pédagogique, c'est que vous ayez déjà une idée de ce que vous allez répondre. Si vous y avez réfléchi déjà au préalable, en remplissant votre dossier de suivi, etc., votre lettre explicative, bon, on va en parler, hein, mais du coup, ça vous aide à avoir une vue d'ensemble et à savoir ce que vous allez répondre. Et ça vous aide à avoir réfléchi, en fait. Et quand il va vous poser la question, ça va revenir de façon spontanée. Alors que si c'était comme ça, de but en blanc, que vous n'ayez pas réfléchi, mais pourquoi est-ce que vous faites l'instruction en famille? Eh bien, vous pouvez arriver à dire des choses qui ne sont pas entendables par l'éducation nationale. En gros, tout ce qui va être contre l'éducation nationale, il faut éviter de le mettre en avant. Mais plutôt, vous faites l'instruction en famille pour donc quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous avez en plus dans votre famille qui va faire que ça va être plus favorable à l'enfant que d'aller à l'école? Vous ne faites pas ça en opposition, mais pour le bien de votre enfant, puisque de toute façon, la pédagogie pour une personne, adaptée à une personne, sera toujours plus judicieuse que la pédagogie ou le programme fait pour une masse ou pour une classe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de façon globale, mais en gros, c'est l'idée que j'essaye de faire ressortir. C'est le fait d'avoir préparé des documents, d'avoir réfléchi à ça, va vous permettre d'être plus à l'aise et plus sûr de vous lors de l'entretien avec l'inspecteur, l'inspectrice ou la personne qui sera en charge de l'entretien pour le contrôle pédagogique. Alors, ensuite, il y a, de façon simultanée ou juste après, le test avec l'enfant. Donc, qu'est-ce que le test avec l'enfant? Ça peut être des exercices écrits, ça peut être des exercices oraux, mais normalement, c'est en accord avec vos choix pédagogiques. Donc, quels sont vos choix pédagogiques? Si c'est une pédagogie, par exemple, Montessori, il sera plus judicieux de faire le test à la maison, puisque vous aurez du matériel et l'enfant va pouvoir montrer ou faire les exercices qu'on va lui proposer en s'appuyant sur son matériel. Donc, il l'aura à disposition. Si vous allez dans leurs locaux, vous ne trouverez pas ce matériel. Voilà, donc ça, le test de l'enfant, normalement, il est adapté
à l'enfant, il est adapté à votre pédagogie, à vos choix pédagogiques et aux demandes que vous aurez faites, entre les exercices oraux ou les exercices écrits. Petite parenthèse, souvent ils ne savent pas respecter, enfin ils savent pas faire autrement que de faire de façon formelle. Donc qu'est-ce que c'est formel? C'est ce qu'on trouve à l'école. Comme on fait, voilà, on fait une leçon, on écoute la leçon, on a les exercices d'application et ensuite on vérifie si l'enfant a compris en faisant un contrôle, enfin il a les devoirs, etc. Et après un contrôle pour voir s'il a compris, acquis les choses, ou on refait les choses, enfin voilà. Ça c'est la pédagogie formelle, c'est ce qu'on trouve le plus souvent à l'école. Donc la personne qui va faire le test de l'enfant, souvent, arrive avec, bon, bah, si l'enfant a 7-8 ans, il va arriver avec les tests de CE1 et comme très normé, comme s'il allait à l'école. Et il va lui faire passer ces exercices-là. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, de préparer son contrôle pédagogique pour bien dire quelle est, vous, votre façon de faire. Est-ce que vous faites comme ça ou pas? Est-ce que l'enfant peut se trouver déstabilisé face à des exercices comme ça? Alors, c'est pas parce que, encore une fois, donc je me répète, mais c'est pas parce que vous allez dire que vous faites la pédagogie Montessori ou la pédagogie Charlotte Mason ou la pédagogie Steiner que eux vont réussir à lui faire passer des tests en accord avec cette pédagogie. Parce que si on est face à un conseiller qui ne connaît pas du tout ces pratiques, il va en être incapable. Mais par contre, ils vont peut-être être plus à l'écoute, attentifs ou conciliants par le fait que l'enfant peut être en difficulté par les exercices, lui permettre d'utiliser un matériel qu'il va connaître ou lui reformuler les questions, voilà, essayer de le mettre en confiance même avec quelque chose et prendre en compte que c'est la première fois qu'il va faire des exercices de la sorte avec tout le stress que ça engendre, etc. Donc même s'il ne respecte pas la loi en disant que le test est adapté à la pédagogie que vous aurez choisi, il y aura quand même quelque chose d'un peu plus conciliant par rapport à vos pratiques. Voilà. Et la conclusion, donc ça c'est une fois que l'entretien et le test de l'enfant sont passés, les personnes en charge du contrôle vont vous donner une conclusion, souvent à l'oral juste après, quand c'est terminé, ce qui ne les empêche pas de réfléchir et de remettre à plat d'autres choses qui vont vous faire apparaître dans un rapport que vous allez recevoir ensuite. Donc en général, c'est entre une semaine, 15 jours, voire 3 semaines après le contrôle que l'on reçoit le rapport. Mais il n'est pas rare juste à la fin du contrôle pédagogique, on vous dise, bon ben voilà, vous aurez un rapport positif ou un rapport négatif, donc on organisera un second contrôle pédagogique. Donc si le rapport est positif, pas de souci, vous aurez le droit de continuer l'instruction en famille jusqu'à la fin de l'année et à partir de mars, de refaire une demande pour l'année suivante. Si la loi continue dans ce sens-là, puisque, ça c'est juste une petite parenthèse, mais j'en profite parce que j'étais trop contente, il y a, je crois que c'est... alors je ne sais plus quel groupe, c'est pas Félicia, je suis désolée, j'ai oublié, mais ils ont fait quelque chose par rapport à l'ONU et l'ONU a reconnu que l'État français ne respectait pas le choix des familles à choisir autre chose, une alternative à l'école, et notamment l'instruction en famille. Donc il leur demande de faire machine arrière et de repasser en mode déclaratif. Donc j'espère que ça va aboutir, ça serait trop bien. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse, pour l'instant, rien de sûr. Donc, si jamais le rapport est négatif, à partir de la date de réception du rapport, vous aurez un mois, il y a un mois minimum entre le premier contrôle, le rapport et la réception du rapport et le deuxième contrôle pédagogique. Et dans ce rapport, ils doivent noter tous les points qu'ils ont trouvés insuffisants. Et durant ce mois, ce sera donc à vous, parents, à mettre des choses en œuvre pour montrer que vous commencez à aller dans le sens qu'ils vous ont indiqué. Donc si vous ont mis, bon ben voilà, la grammaire n'a pas été abordée, eh bien vous allez commencer à vous tourner vers
une approche de la grand-mère qui vous convienne et de la mettre en place avec votre enfant et commencer à la présenter. On ne va pas demander à ce qu'il y ait tout de suite, en un mois de temps, de gros changements et de gros résultats, mais que les choses soient débutées, qu'il y ait quelque chose d'amorcé, que vous ayez commencé à mettre des choses en place. Et ensuite a lieu le second contrôle. Donc il va se passer de la même façon avec un rapport qui sera positif ou négatif. Si le rapport est positif, vous n'aurez plus qu'à faire la demande, donc vous pourrez continuer l'instruction en famille pour jusqu'à la fin de l'année scolaire, et de faire une demande à partir de mars pour continuer l'instruction en famille à partir de septembre d'après. Et si jamais ce rapport est négatif, donc le rapport du second contrôle, vous aurez une injonction de rescolarisation avec l'obligation de rescolariser votre enfant pour la fin de l'année en cours et pour l'année suivante. Et ensuite, vous pourrez, si l'envie est encore là, de nouveau refaire une demande d'instruction en famille pour l'année d'après, donc 1 an et demi après. Voilà, alors nous arrivons maintenant au point pourquoi préparer le contrôle pédagogique. Donc j'ai déjà abordé un petit peu cette notion-là dans les autres points, mais on va le revoir tous ensemble et de façon plus détaillée. Donc effectivement, si vous préparez le contrôle pédagogique, il a des chances de mieux se passer, tout simplement. Et pour quelle raison? C'est exactement ce que je vous ai dit plus tôt, le fait de se mettre déjà dans le bain, j'ai envie de dire, de réfléchir à ce que vous avez fait, à ce que vous allez dire, à quels sont vos droits, etc. Ça va vous permettre de vous positionner, d'avoir un... Parce que si là, du jour au lendemain, je vous pose la question, alors qu'est-ce que vous avez vu avec votre enfant comme notion, qu'est-ce qu'il a appris là depuis 2 mois? Eh bien, peut-être il y a les maths, le français, ces choses-là qui vont vous revenir en tête parce que vous avez suivi un manuel. Mais par contre, toutes les choses informelles, les visites qu'il a été faire avec le cousin, et puis pendant les vacances, on a vu tel truc, tel documentaire, ça nous a fait rebondir, on a fait toute une recherche là-dessus parce que c'était quelque chose qui nous plaisait. Et mon enfant s'est passionné par tel sujet, par telle ou telle autre chose. On a pu observer les constellations et du coup, ça nous a fait rebondir. Enfin, toutes ces choses-là qu'on fait un peu de façon informelle, où on a dû faire une construction, donc il nous a aidé, bien voir comment est-ce qu'on mettait à niveau, quelles sont les règles pour que le tuyau du poêle ne risque pas de mettre le feu à quelque chose d'autre. Enfin bon, je vous dis ça parce que je suis en train de monter un poêle. Non mais voilà, du coup, toutes ces choses-là, vous n'y penserez pas spontanément. Mais par contre, si vous y avez réfléchi avant, toutes les choses qui sont faites de façon informelle, parce que c'est ça la richesse de l'instruction famille, même si on fait du formel pour les maths, français, les matières, les langues vivantes et tout ça, les matières un peu scolaires, le nombre de choses que les enfants apprennent à notre contact, au contact des rencontres qu'on va faire, au contact des vacances qu'on va organiser, au contact de la vie quotidienne qu'on va partager avec eux, ça c'est le plus que l'école n'a pas et qu'il faut vraiment faire ressortir lors de ces contrôles pédagogiques. Puisque là, on ne se retrouve plus avec 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de formel par jour, mais plutôt 6, 7, 8 heures d'apprentissage quotidien, puisqu'il y a ces temps de formel et aussi ces temps d'informel qui sont tellement importants pour la construction de la pensée, pour l'évolution de l'enfant, pour toutes ces choses qu'on apprend parce qu'on le fait par passion, parce que l'enfant va le faire pas parce qu'il est obligé, mais parce que ça lui plaît. Et ça, c'est ces choses-là, le fait d'y avoir bien réfléchi avant, qui va vous permettre de pouvoir le ressortir et de le mettre en lumière le jour du contrôle pédagogique. Alors que si vous n'y avez pas réfléchi avant, c'est certainement la plupart des choses vont rester inaperçues. Donc voilà, pour ça, c'est important de préparer le contrôle pédagogique. De façon un petit peu plus détournée, ça montre notre bonne volonté, qu'on a envie de bien faire, qu'on est des bons élèves. Et ça, les inspecteurs et on va dire les personnes en charge du contrôle, ils aiment bien ça, les bons élèves. Donc, bon, c'est pas pour faire faux, mais en même temps, c'est leurs attentes. Donc, si on va répondre à leurs attentes, et si ça peut nous permettre de continuer et d'être serein par rapport à ça, c'est pas là, enfin,
quelques heures, oui, ça représente beaucoup de stress au moment de la préparation et tout ça, mais ce n'est pas quelques heures de travail en plus. Enfin, on ne va pas se priver de faire ça pour pouvoir continuer de faire l'instruction à nos enfants et que ça se passe bien. Donc, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et oui, et aussi pour commencer à parler le même vocabulaire, parce que je ne sais pas si vous avez déjà commencé à fouiller tout ce qu'est les compétences de l'éducation nationale, le jargon qui nous demande quand on regarde les compétences de cycle, parce qu'eux, ils ont le droit de faire le contrôle au regard des compétences de cycle. Et si vous commencez à regarder, à fouiller là-dedans, vous verrez que ce n'est pas compréhensible à la première lecture. C'est quelque chose, c'est comme le langage mathématique, comme le langage littéraire, comme le langage mécanique, comme le langage de cuisine. C'est quelque chose de spécifique. Et plus vous vous familiarisez avant, et plus vous allez parler le même langage que ces gens-là qui, eux, le côtoient tous les jours depuis des années. Ils s'en rendent même plus compte. Donc, le fait de préparer le contrôle pédagogique en fouillant un peu dans les programmes scolaires, dans les compétences de cycle, les compétences de socle et tout ça, qui pour l'instant peuvent vous paraître incompréhensibles, ça va permettre le jour J d'être un peu plus sur un pied d'égalité en termes de vocabulaire et de compréhension. Donc ça va favoriser l'échange et on a tous envie en tant que parents que ça soit plus un échange qu'un contrôle avec du jugement, etc. Il y a des parents avec qui ça se passe hyper bien et qui sont contents d'aller au contrôle pédagogique depuis des années parce que ça leur permet d'avoir un retour sur leur pratique, d'avoir des conseils sur comment résoudre tel souci qu'ils n'arrivent pas à avoir à faire avec leur enfant. Enfin, ça peut super bien se passer. Donc, le fait de parler le même vocabulaire, de montrer qu'on a envie de faire, etc., ça peut être qu'un plus pour le jour du contrôle. Et du coup, le fait d'avoir fait tout ça, et en plus d'avoir fait un petit point sur la loi, de savoir où on en est, de ce qu'on a le droit, de ce qu'on n'a pas le droit, de ce qui nous attend, etc., eh bien, forcément, on arrive beaucoup plus confiant que si on arrive à un endroit où on ne connaît personne, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne parle pas le même langage, où là, on se trouve complètement déstabilisé et on perd toute confiance personnel, et quand on n'a plus de confiance en nous, c'est là où ça peut mal tourner en fait, où on se laisse complètement déborder par les émotions, etc. Donc, ça va être aussi pour gagner en confiance personnelle et d'arriver, non pas stressé, parce qu'on est quand même en train de se faire juger, mais un petit peu plus détendu par rapport à ça. Ça peut aussi servir pour diriger son entretien. Quand je vous disais qu'il y a des familles qui profitent de ce moment-là pour avoir des conseils, oui, c'est ça, pour avoir des conseils de comment faire telle chose avec son enfant, parce que là, on est quand même avec des conseillers pédagogiques qui sont à même de pouvoir nous renseigner sur certaines pratiques, sur certaines ressources, sur certaines façons de faire, et pourquoi ne pas en profiter. Donc, si vous avez préparé ça en amont, de dire, bon, ben voilà, moi, tel point, j'ai un peu du mal, j'aimerais bien avoir des conseils, etc., et que vous arrivez le jour J en ayant ça à demander, eh bien, ça permet aussi de diriger un peu les choses, parce que du coup, vous allez, vous aussi, poser des questions. Et là, on se met plus en position de « j'ai besoin de conseils de votre part », plutôt que vous allez me juger et dire si je suis apte à continuer ou pas. Et du coup, là, je me mets plus en position de défensif ou défensive. Voilà. Donc, comme je vous disais, pour se préparer aux questions incontournables, donc pourquoi est-ce qu'on fait l'IEF, quels sont nos choix éducatifs, qu'est-ce qui est de mieux pour nos enfants, enfin voilà, toutes ces choses-là, si vous vous préparez avant les réponses, si vous avez déjà réfléchi à ça, voilà, ça permet d'avoir un discours un petit peu plus fort, construit et qui tient la route, que si vous y réfléchissez en même temps que vous donnez la réponse. Et donc, le petit point sur la loi, si vous faites voir que vous connaissez la loi, eh bien ça sous-entend qu'il faut qu'il la respecte aussi. Alors que si vous arrivez si par exemple le nom des personnes en charge du contrôle n'est pas indiqué et que vous ne le demandez pas,
ils peuvent en conclure que vous ne savez pas que c'est une obligation de demander le nom des personnes en charge du contrôle. Eux, quand ils vous envoient la convocation, souvent sur la convocation, il y a voici ce que vous risquez si vous ne répondez pas à la convocation, voici les amendes, les poursuites, etc. Il y a tous les points sur la loi qui sont dits. Et si vous ne vous présentez pas au contrôle pédagogique, et si vous ne répondez pas à la convocation, etc. Eux, ils ne se gênent pas pour le mettre. Donc, nous aussi, en fait, on peut aussi connaître la loi et ne pas hésiter à demander. Parce que vous quand vous voyez ça, vous vous dites inconsciemment ou consciemment que, oui, eux, ils connaissent la loi, donc j'ai plutôt intérêt à m'y soumettre, à répondre au contrôle pédagogique, sinon je risque ça, je risque telle peine d'amende, etc. Eux, c'est pareil. Si vous dites, voilà, ok, je vais répondre à la convocation, on sera présent ce jour-là. Je vous remercie, comme l'indique l'article machin, de me donner le nom de la personne en charge du contrôle et sa fonction. Et ainsi, ils voient que vous aussi, vous connaissez la loi et qu'ils doivent la respecter lors du contrôle pédagogique, notamment le fait de l'entretien de l'enfant qui doit être fait en fonction des choix pédagogiques. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Alors on va faire un petit point vite fait sur la loi, très rapidement. Alors, depuis 2022, nous sommes soumis à une demande d'autorisation pour l'instruction en famille. Cette demande, nous devons la déposer entre le 1er mars et le 31 mai de l'année scolaire précédente, la rentrée que nous voulons faire en instruction en famille. Et cette demande doit être envoyée au DAZEN. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette demande? Il y a 4 motifs qui peuvent justifier la demande d'autorisation d'instruction en famille. Les motifs. Alors là, par contre, j'ai sauté le point. On va faire ça, on reviendra après. Il y a l'état de santé de l'enfant ou la situation de handicap. Donc ça, c'est le motif 1. Le motif 2, c'est la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Le motif 3, c'est l'itinérance des personnes, donc des parents souvent, qui sont responsables de l'enfant, ou alors l'éloignement géographique d'une école ou de tout établissement scolaire public. Et enfin, le 4e point, c'est là où nous rentrons, la plupart des personnes, la plupart des familles qui font cette demande rentrent, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant. Et dans ce cas-là, nous devons rédiger un projet éducatif. Donc, dans ce projet éducatif doit apparaître certains éléments, donc les choix pédagogiques de la famille, la progression qu'ils veulent faire, quelle est la situation propre de l'enfant, etc. Et on doit aussi prouver, en plus de ce projet, de la disponibilité du parent ou de la personne qui va se charger de l'instruction de l'enfant. Il faut que cette personne ait le baccalauréat ou alors un équivalent de ce bac. Et l'instruction doit être faite majoritairement en langue française et la pédagogie que vous allez choisir pour votre enfant doit être adaptée à ses capacités de rythme, d'apprentissage, etc. Alors, ça, c'était pour faire la demande d'autorisation en famille entre le 1er mars et le 31 mai. Mais cette demande, vous pouvez la faire aussi en cours d'année si vous avez quelque chose dans votre vie qui va changer, qui change après la date du 31 mai, et que du coup qui justifie que vous demandiez de faire l'instruction en famille à vos enfants en cours d'année. Donc pour ça, il y a si l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée, donc il va falloir une attestation du directeur, plus du directeur d'établissement, plus un médecin qui va attester de sa menace à l'intégrité psychique ou physique. Après, il y a aussi, si il y a un handicap qui survient au cours de cette année scolaire, ou alors si du jour au lendemain, les parents doivent partir, être nomades, et de par leur situation de travail. Donc ça justifie de faire une demande en cours d'année. Par contre, si pour le motif 4, existence d'une situation propre à l'enfant, on ne peut pas faire de demande en cours d'année, malheureusement.
Voilà, alors, revenons à la loi. Nous, en tant que parents, lorsque notre enfant est en instruction en famille, nous devons le faire progresser de ses 3 ans à ses 16 ans pour que, à 16 ans, donc ça c'est notre objectif, notre enfant ait atteint l'ensemble des compétences de socle. Et les compétences du socle commun de compétences de culture et... Alors, c'est quoi la dénomination exacte? Alors, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc, nous, notre but, c'est que notre enfant ait atteint à ses 16 ans l'ensemble de ses compétences communes. Donc, quelque part, on pourrait dire, bon, ben nous, cette année, on s'occupe de ça, ça, ça. L'année prochaine, on verra plutôt ça. Et donc, de dire, bon, ben non, la lecture, c'est pas pour cette année, parce que là, on est occupé sur autre chose et que mon enfant, il n'est pas disposé à ça. Mais du coup, il faut le justifier, parce que l'inspecteur, lui, a le droit, lors de son contrôle, à se référer aux compétences de cycle. Donc, les compétences de cycle, nous avons le cycle 1, qui est petite section, moyenne section, grande section, le cycle 2 qui est CP, CE1, CE2, et le cycle 3 qui est CM1, CM2, 6e, et ensuite le cycle 4 qui est 5e, 4e, 3e. Donc toutes ces compétences, donc c'est vraiment par tranche d'âge et par tranche de classe, on va dire, c'est beaucoup plus découpé et tous les domaines sont évolutifs au cours de ces différents cycles. On ne peut pas morceler comme ça. Donc eux, ils vont voir où est-ce que l'enfant se situe par rapport à ses compétences de cycle. Mais si jamais notre enfant a un retard, par exemple, on n'a pas commencé à aborder, l'anglais alors qu'il est en CE1, on peut le justifier en disant, bon ben voilà, mon enfant ayant une grande difficulté, ayant besoin de beaucoup d'attention pour progresser en lecture, on a décidé cette année de faire une impasse sur l'anglais, mais par contre l'année prochaine nous allons partir 1 mois et demi en Angleterre, enfin je dis n'importe quoi mais c'est pour vous dire un peu, voilà, on justifie le fait que, ben non en fait ça on le fera plus tard et c'est ok, parce qu'on a le droit dans la loi. Nous, on se réfère aux compétences de socle et l'examinateur se réfère aux compétences de cycle. Mais ce n'est pas incompatible. Par contre, lorsqu'on va faire la préparation au contrôle pédagogique, on va aussi établir, on le verra demain pour le prochain atelier, on va établir un dossier de suivi en fonction des compétences de cycle. Puisque comme ça, vous serez à même de voir ce qui a été abordé ou pas, et justement à même de justifier pourquoi telle ou telle chose n'a pas été encore abordée, ou au contraire, pourquoi est-ce que cette compétence-là, qui pourtant appartient au cycle suivant, a déjà été abordée. Mais ça, si vous ne l'avez pas vu auparavant, vous ne pouvez pas le justifier. Alors que là, ça vous permet de vous projeter et de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport aux compétences de cycle, parce que eux vont vérifier par rapport aux compétences de cycle. Donc ça, j'ai vu rapidement avec vous les différences entre les compétences de cycle et les compétences de socle. Et du coup, les compétences de cycle, ça correspond au programme scolaire, donc à ce qui est appliqué dans les écoles. Alors, le contrôle pédagogique, donc là, on l'a vu ensemble, le lieu du contrôle, 1 fois par an, et les rapports positifs, négatifs, second contrôle. Vous avez déjà tout compris, c'est bon. Et il y a aussi le contrôle de mairie qui a lieu 1 fois tous les 2 ans. Donc maintenant, avec la demande d'autorisation, nous ne sommes plus obligés de faire la déclaration mairie comme on faisait avant. Ça se fait automatiquement. Par contre, le contrôle mairie, lui, il a toujours lieu. Donc, je vous rassure, ce contrôle-là, c'est vraiment quelque chose qui est une simple formalité. Donc, eux, ils ont le droit de poser des questions qui sont relatives au choix de l'instruction famille. Mais par contre, toutes les informations qui sont relatives à la vie de famille, à la vie privée, n'ont pas leur place dans le contrôle de mairie. Par exemple, le statut conjugal, les ressources des parents, le niveau d'études des parents, le rythme sommeil de l'enfant, etc. Tout ça, ça ne les regarde pas. Mais par contre, ils peuvent vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'instruction en famille, qu'est-ce que vous avez mis en place pour votre organisation familiale pour que vous puissiez faire l'instruction
avec vos enfants et en quoi c'est compatible avec le choix d'instruction que vous avez choisi. Ils peuvent aussi vérifier si l'état de santé de l'enfant nécessite un aménagement, surtout lors du contrôle pédagogique. Donc, par exemple, si votre enfant, je ne sais pas moi, si votre enfant, par exemple, il est en fauteuil et que pour vous, c'est compliqué de l'emmener, c'est beaucoup de stress, beaucoup de préparation, il faut partir plus tôt, etc. Ça peut justifier à ce que vous le fassiez à la maison parce que vous avez tout qui est adapté pour lui, tout le matériel, etc. Donc, eux, là, c'est ça qu'ils vont vérifier. Par contre, ils n'ont pas le droit de regarder le carnet de santé qui va justifier de la santé de l'enfant parce que ça, c'est secret médical. Voilà. Et pour ce contrôle de mairie, la présence de l'enfant n'est pas nécessaire. Alors, il y a une association qui s'appelle UNIE, U-N-I-E, et qui propose un document avec les questions que les mairies ont le droit de poser ou pas poser. Et vous pouvez le remplir directement avant et le fournir à vos mairies avant. Et comme ça leur permet d'avoir déjà, de savoir un peu ce qu'ils ont le droit, ce qu'ils n'ont pas le droit. Et souvent, ils sont tout à fait ouverts à ce qu'on leur fournisse ce genre de documents, et même ça les rassure, puisque eux ne sont pas toujours au courant de quels sont leurs droits, comment est-ce que ça doit se passer, qu'est-ce qu'un contrôle de mairie. Donc n'hésitez pas à aller sur ce document de l'UNI et à leur demander, et à télécharger ce document et à le fournir à vos mairies. Mais ça, en général, ça se passe très bien. Il n'y a pas besoin de le préparer longtemps à l'avance. Voilà, donc nous en avons fini avec ce premier atelier qui était dédié au contrôle pédagogique et quels étaient tous les détails autour du contrôle pédagogique, que vous compreniez bien tout ce qui vous attendait, quelles étaient les lois, comment ça se passait, pourquoi est-ce que vous devez le préparer. Donc maintenant, vous êtes sûr que vous devez préparer ce contrôle pédagogique. Et demain, nous allons voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette préparation. Donc là, je vous laisse tout de suite poser toutes vos questions relatives à ce premier atelier en dessous dans les commentaires. Surtout, ne zappez pas cette partie puisque ça va vous aider grandement à pouvoir continuer et pouvoir préparer tranquillement la semaine prochaine votre contrôle pédagogique. Sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée.